à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on va commencer par le menu du jour. Que vous soyez Balance, Cancer, Verseau ou Gémeaux, eh bien cette émission est la vôtre. Vous l'avez compris, on parlera ce matin d'astrologie, bien souvent assimilée au divinatoire, parfois controversée. Cette pratique est l'objet de beaucoup de fantasmes. Quelle valeur lui accorder? Eh bien on démêlera le vrai du faux avec Magali Alexandre qui est astrologue à Tinténiac en Ille-et-Vilaine. Maël Le Guenec, responsable des émissions en langue bretonne sur notre antenne, s'intéressera lui aussi à ce thème avec tout un tas de choses à dire. Côté famille, Gwendoline Brahim nous emmènera quant à elle en balade à la rencontre des contes et légendes. Nous ferons également un flashback jusqu'en 1981 dans les archives de l'INA avec Benjamin Sabatier qui se penchera sur les cités ouvrières d'urgence construites dans les années 50 comme celle de Clenay à Rennes. Et puis c'est la semaine de l'Europe, nous mettrons en lumière l'initiative d'un collectif d'étudiants en licence Infocom à l'Université catholique de l'Ouest. Leur projet intitulé La cantine dépareillée proposera le 11 mai à Arradon des plats venus d'ailleurs, une ode aux saveurs et à la diversité. Enfin, sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marie-Murgue avec une sélection d'événements pour ce week-end sur notre joli territoire breton. Voilà, vous savez tout, bienvenue à vous. Vous ne savez pas encore peut-être nos signes astrologiques, mais ça va pas tarder. On va faire un petit tour de table. Allez, on commence par vous Magali, vous êtes quel signe? Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Taureau. Taureau, Gwendoline? Balance. Balance. Maël. Taureau. Lion. Lion. Et Verseau. Allez, eh bien, écoutez, avec tout ça, ça va forcément inspirer Catherine. On va parler d'astrologie ce matin. Mais l'astrologie, mais c'est fascinant. Moi, j'ai une théorie sur l'astrologie, donc qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense que les gens qui n'y croient pas, c'est parce qu'ils ont un signe pourri. Moi, par exemple, je suis Lion, je suis contente, voilà. Ça va, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal comme signe. Il y a plus chic quand même. Il y a moins, non, c'est bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le roi de la savane et tout, c'est top. Et en astrologie chinoise, je suis chien. Alors ça tombe bien, c'est mon animal préféré. Bah oui. Donc plutôt contente. Par exemple, je comprends que les gens qui sont cancer et rat, par exemple, ils croient moyen. L'astrologie m'a pas forcément donné envie d'y croire tout de suite. Donc ils sont un peu plus sur la réserve, je comprends. On verra, il y en a peut-être sur le plateau. Et donc là, par exemple, cette année en Chine, c'est le signe du porc. Voilà. Donc je pense que c'est les gens qui diront aussi dans quelques années, j'y crois pas trop. Voilà. Par contre, les dragons en astrologie chinoise, je pense que Ouais, c'est pas mal ça. Ça doit être les premiers en soirée à dire, Au fait, je suis dragon. Au fait, je suis dragon. on se demande nos signes astrologiques et tout. Ça, dragon, c'est chic surtout en ce moment avec Game of Thrones et tout. Donc voilà. Mais je pense que dans l'idéal, on pourrait choisir un peu notre personnalité, soi-disant guidée par nos signes astrologiques. Mais si on se reconnaît pas dans notre signe, on devrait pouvoir choisir le sien. Tu vois, par exemple, Vierge ascendant coccinelle ou Lion ascendant ratel. Vous connaissez le ratel? Ah non. Ah, c'est l'animal le plus badass du monde. Je vous invite à rechercher sur le ratel. Il est tout petit, mais il résiste aux morsures de lion, aux morsures de serpent, aux piqûres de porc-épic. Voilà, c'est une sorte de mustélidé. Il est trop classe, le ratel. Donc voilà, si je pouvais choisir mon ascendant, ce serait pas Bélier. D'accord. Ce serait Lion ascendant ratel. On voilà. est deux. Hein. Je vais demander Bélier, si je vous rassure, je suis solidaire. Allez. Si c'est homologué par la Fédé d'astrologie, on va voir. On y verra plus clair tout à l'heure avec Magali Alexandre qui est astrologue à Tinténiac. Pour l'instant, je vous propose un petit rappel en images. L'astrologie, qu'est-ce que c'est exactement? Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles.
Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Ouais, ça va être palpitant, ça on vous le promet. Magali Alexandre est avec nous. Bonjour, bienvenue à vous, à nouveau. Vous êtes astrologue à Tinténiac en Ille-et-Vilaine. Alors tout de suite, vous souhaitez rétablir une vérité. Pour vous, horoscope et astrologie, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir en fait. L'horoscope, ils utilisent seulement le signe solaire en fait. Donc en astrologie, nous on utilise toutes les planètes qui sont là à l'heure de naissance, à la date, à l'heure et au lieu de naissance. Voilà, donc on utilise la carte du ciel. Et donc, il y a beaucoup plus d'éléments à étudier que simplement le soleil. Donc, l'horoscope, c'est un peu réducteur. Oui, c'est très réducteur. Bon. Comment devient-on astrologue ? C'est une passion pour vous qui s'est transformée finalement en travail ? Oui, voilà, c'était une passion au départ. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu de livres. Et puis, je suis tombée sur une formation qui m'a beaucoup intéressée parce que ça mélangeait aussi l'astrologie et la psychologie. Donc ça, pour moi, c'était ce que je recherchais depuis toujours, en fait. Donc j'ai fait cette formation et... C'était à Nantes. Voilà, c'était à Nantes. Et vous vous êtes même formé avec l'ancien président de la Fédération des astrologues francophones, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait cette formation par correspondance et on a aussi eu des stages à Nantes. Voilà, et puis en fait, il y a toute la théorie, mais après, il y a la pratique. Hein. Il faut beaucoup travailler les thèmes pour vraiment devenir compétent. Alors, vous vous êtes installé en auto-entrepreneur en 2017. Quel est le contenu aujourd'hui de l'astrologie, de votre formation, par exemple ? Il y a toute la partie étude des planètes, oui, mais pas que. Oui, en fait, on étudie toute la symbolique des planètes. Donc, chaque planète a une signification dans le thème de naissance. Donc, c'est ça qu'on doit connaître par cœur. Hein. Et puis, ensuite, on étudie les correspondances qu'elles ont entre elles dans le thème. Alors, quand on parle de signes, justement, il n'y a pas que ça qui influence notre thème. Il y a les décans, les ascendants. Expliquez-nous un petit peu, justement, parce que pour nous, ça reste un peu du jargon, parfois, les décans, les ascendants, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui influence Donc on étudie la position de toutes les planètes dans chaque signe. Ensuite, il y a les maisons aussi. Donc, dans chaque maison, on peut avoir une planète. Donc, c'est les domaines de vie, en fait, les maisons. Voilà, l'ascendant, voilà, c'est plus ce qu'on va montrer aux autres. Donc voilà, c'est important aussi de notre personnalité. Alors l'ascendant, il est déterminé en fonction de notre de jour, de l'heure de naissance voilà, et du lieu. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il influence vraiment un signe ? Est-ce qu'il est presque plus important que le signe astrologique finalement ? Il devient de plus en plus important en fait au fil du temps parce qu'on s'affirme. Donc plus on grandit, plus on vieillit, plus on va développer toutes ses compétences, toutes ses qualités. Voilà. Alors nous, on est ascendant Bélier, Catherine et moi, c'est quelque chose. Voilà. Donc on dit qu'il devient plus important parce que plus on grandit et puis on s'affirme. Voilà, quoi. Donc du coup, on utilise tout notre potentiel. Oui, c'est moins sur la naissance et c'est plus quelque chose. À la naissance, il est déjà là, de toute façon. C'est vrai. Mais il s'affirme au fil du temps, voilà. L'ascendant. D'accord. Écoutez, on va tout de suite écouter une question d'une téléspectatrice qui s'adresse à vous. On écoute Marina tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marina, je suis de Landaule. Donc, je sais qu'à l'étranger, il existe des cursus universitaires pour l'astrologie. Qu'en est-il en France ? Alors, qu'en est-il en France ? Alors, on sait que vous vous êtes formé, vous, à Nantes, mais il ne s'agit pas d'un cursus universitaire en tant que tel. Est-ce qu'il en existe un en France ou pas du tout ? Non, il n'y a pas du tout de cursus universitaire. Donc, c'est seulement des écoles qui, privées, et qui, ou des associations qui délivrent des certificats ou des attestations de fin de formation. Est-ce que cette question justement posée par Marina montre un peu la considération qu'on a en France de votre pratique ? Est-ce que c'est quelque chose d'assez décrié finalement, qui est un peu assimilé au divinatoire et donc un peu suspect ? Oui, en fait c'est le souci. Justement, la fédération à laquelle j'adhère, donc la FDAF, travaille là-dessus. Ils aimeraient beaucoup qu'il y ait un cursus universitaire, quelque chose pour que ce soit reconnu en fait, mieux reconnu.
C'est pratique. avec des bases de formation. Et pourtant, on sait qu'il y a des présidents de la République qui ont consulté aussi des astrologues, donc c'est dire l'importance aussi Oui, ça tout peut à fait. avoir aussi Oui. même dans le pays. Oui, voilà. Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous faites des prévisions ou pas? L'astrologie, ça n'a rien à voir avec un médium, en fait. Non, pas du tout. Donc l'astrologie, c'est vraiment, on étudie la pratique, y a pas alors que la voyance, c'est un don, en fait. Donc c'est complètement différent. Et nous, on ne fait pas de prédictions, on fait juste des prévisions. Donc on donne des indications sur ce qui peut se passer, sur ce qui peut influencer en fait la personne. Mais bon, en tout cas, on garde son libre arbitre. Voilà, c'est ce que vous voulez complètement. dire, hein. C'est important. Voilà, on est responsable de nos choix et on prône ça aussi dans la fédération. C'est important c'est juste informer les gens sur ce qui peut leur arriver, on va dire, et pas sur ce qui va leur arriver. Et donc, à partir de ça, ils peuvent prendre leurs décisions eux-mêmes. Eux-mêmes. Vous dites les astres inclinent mais ne déterminent pas. Voilà, il y a une c'est influence. Voilà, on parle d'influence, mais sans le côté péjoratif du Oui, terme. Hein. On n'est voilà. pas sous influence. Oui, on n'est pas sous influence parce qu'en astrologie, on dit que c'est plus une synchronicité en fait entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans le ciel. Donc tout n'est pas écrit. Voilà, C'est ce qu'on peut dire. Votre outil de travail, presque votre Bible, hein, c'est ce livre. Vous Voilà. nous présentez. Alors qu'est-ce que Donc c'est la exactement? position des planètes en fait. Alors montrez-nous. donc, un petit peu. voilà. Ça a l'air un Genre, poil compliqué. voilà, vu dans comme ça. chaque, C'est des maths en fait. C'est très très simple. Donc chaque- Comment vous vous y retrouvez là-dessus? Alors, c'est quoi, une en sorte fait, de il y a calendrier, la position des planètes, donc le Soleil, la Lune, dans chaque signe en fait. Mais c'est par date. tout Donc ça. là, on Voilà, voit il y a une mars date. 1940. Et là, voilà, je vais jusqu'à 2050 en fait. Voilà. Incroyable. Bien. Jour par jour, vous Voilà. avez la position de toutes les planètes. Voilà, de toutes des 10 planètes en fait. Alors, les planètes, plus Ça, le c'est Soleil et la intéressant. Lune On va qui ne sont pas des planètes. Voilà. Voilà, Quoi, et du coup, ça nous... éphéméride. Qu'est-ce que Voilà, c'est un éphéméride et ça permet de positionner sur la carte de naissance les planètes. Parce que c'est d'abord et avant tout des maths, en fait. Ah, tout à fait, oui. Là c'est scientifique, hein. Il n'y a pas de... Ouais, donc c'est ultra scientifique. C'est que des calculs. Ça La prend base est combien de scientifique. temps pour faire un thème comme ça? Alors, on utilise quand même l'informatique maintenant. Hein. On n'est plus à l'âge de pierre. Et donc, on arrive à avoir le thème de naissance. Et c'est ça qu'on interprète, en fait. C'est la position des planètes et les planètes entre elles. En fait, les aspects qu'elles forment entre elles. Ah oui, c'est ça, quand on a Mercure dans Vénus ou des choses comme ça, Voilà. quand on nous dit à l'horoscope, moi je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une menace presque. Genre vous avez Mercure dans Vénus, je dis oulala, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas du Et vous savez ce que ça veut dire en fait. Oui, ce que ça veut dire. Et après, hein, au fil du temps, en fait, on a les planètes forcément qui bougent dans le système solaire. Et là, il peut y avoir justement des influences par rapport au thème de naissance. Donc par exemple, vous allez dire à quelqu'un qui vient consulter, vous allez lui dire qu'il est dans une mouvance de changement de travail, par exemple. Voilà. Mais vous ne pouvez pas lui dire quel travail il va faire après, en fait, c'est ça. En fait, ce qu'on peut voir avec l'astrologie, c'est dans quel domaine la personne peut vraiment s'épanouir, en fait. Quel domaine lui est plus approprié, en fait. Après, c'est à elle de faire le choix ou pas de se diriger dans ce domaine-là, en fait. Quel conseil vous aimeriez donner à celles et ceux qui voudraient consulter? Est-ce qu'il faut se rapprocher d'une fédération, de la fédération des astrologues francophones, pour être sûr d'être face à quelqu'un qui ait un vrai code de déontologie, en fait? Oui, l'idéal, c'est quand même d'aller chercher des annuaires d'astrologues et d'aller voir comment fonctionne la fédération. Nous, on a un code de déontologie, donc la personne, elle sait où elle va. Et elle n'aura pas de soucis, parce qu'effectivement, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Voilà. Au moins, on est sûr. Voilà. Et puis souvent, on est mélangé en fait avec tout ce qui est voyant, médium. Enfin, du coup, c'est difficile de faire la différence. D'accord. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des signes incompatibles ou des signes qui vont très bien ensemble? Attention à ce que vous allez dire, parce que là... Surtout pas dire des amitiés. On peut pas dire ça, puisqu'il faut vraiment aller analyser le thème de naissance. Parce que si on regarde juste le signe solaire, on peut se dire, bah non, c'est pas compatible. Mais en fait, si, parce que dans le thème de naissance, il y a d'autres influences qui font que le signe va être adouci ou... voilà. Bon, vous nous rassurez, il y a de l'espoir. Pour la paix des ménages, tout va bien. Merci beaucoup Magali. Alors c'est un thème qui vous a inspiré également, Maëlle. Mais oui. Vous êtes vous aussi penché sur l'astrologie en breton.
Bon, on va prendre quelques mots. C'est vrai Ouais, que oui. la différence entre astrologie et astronomie en termes de mots, ça existe évidemment en breton. Alors, on va commencer par un mot déjà qui va mettre tout le monde d'accord, c'est comment on dit étoile en breton. Steret. Ah, oui. Étoile au pluriel. Hum. Parce qu'une étoile, c'est Ørstereden. Donc steret. Et là, on va trouver astrologie, stereduries, qui est vraiment précisément l'astrologie. L'astronomie va se dire, c'est dans la page d'après, steredonies. Donc on fait bien la différence. Alors les étoiles sont dans le ciel qui se dit en breton wable, en nouable. Voilà, c'est pas trop compliqué. Et ce qui est joli, c'est qu'il y a une expression, un mot tout fait pour dire un ciel étoilé. C'est pas un nouable steredennet qu'on pourrait dire en utilisant ciel et l'adjectif à partir d'étoiles, mais stergan. Oh, on reconnaît bien la poésie Et de la ça, langue c'est bretonne. joli. Hein, c'est joli. Comme on dit pour la lune, loargan, quand la lune est pleine, la pleine lune, c'est loargan, donc c'est un mot entier. La lune qui se dit en breton loir. Le soleil, éole, en éole, qui n'a rien à voir avec éole le vent. Et science, puisqu'on parle ici de l'astrologie comme d'une science, se dit en breton skian. C'est ce qui Skian. Alors en parlant des locutions qui sont assez jolies comme stergand pour dire un ciel étoilé, j'en ai trouvé pas mal d'autres. L'étoile du matin, par exemple, ça va pas être stere d'Armintin ou stere d'Arbery, donc l'étoile du matin, mais Guerelawen, par exemple. Donc ça c'est assez Donc il y a un joli. mot dédié. Guerelawen, oui, il y a un mot complètement dédié. Bon, une étoile filante, ça va être stere d'Aret, pour filante, et l'étoile polaire, c'est steren. C'est pareil, il y a un mot Steren. complet. Ouais. Steren, c'est joli, hein? Ouais, ouais. Ou steren en norse aussi, on peut dire, mais c'est pas... C'est un prénom aussi, c'est un joli Steren, prénom. Oui, ouais, Steren, c'est un ouais. prénom également. Très joli ouais. d'ailleurs. Très bon. Alors, vraiment des petites expressions. Alors, j'en ai trouvé surtout autour de la Lune. Dans les expressions populaires, je n'en ai pas trouvé autour de l'astrologie à proprement parler, ni autour du ciel en général et des étoiles, mais autour de la Lune. Alors, il y en a une qui est pas mal. Pa gro galloir et barzar glau, goût des 6 days et veamzer vrau. Quand la pluie commence dans la Lune, après 7 jours, il fait beau. Quand la pluie commence dans la lune. Je pense que c'est en lien avec la pleine lune ou un truc comme ça. En tout cas, c'est de la belle sagesse populaire. Alloir wari horn, amzer zerkorn, alloir wari hein, amzer lebrein. Là, c'est pareil, c'est la lune et le temps. Donc la lune sur sa corne, temps très sec. La lune sur son dos, temps humide et pourri. Ah bah là, on doit avoir la lune sur le dos, là, je pense. Il faudrait qu'elle se lève, oui. Ce serait bien qu'elle descende du dos, si c'est possible. Et j'en ai encore une petite dernière. Loire Wheelet, Mour Manet. Lune vue, donc après la nouvelle lune, mer restée, qui veut dire amplitude de marée diminuée. Donc là, encore une fois, c'est de la sagesse populaire. Bon. Est-ce que les Bretons ont été inspirés par l'astrologie? Alors l'astrologie, je ne sais pas, en tout cas le ciel prend une part très très importante, Ah oui. puisque pour les marins, oui. c'est quand même essentiel, et la navigation aux étoiles. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vocabulaire ancien en breton, comme Guerelawen, ou les noms des étoiles, comme je vous disais, qui ont vraiment leur nom à eux, parce que évidemment c'était quelque chose qui était scruté de très près, et très utile. Eh ben, écoutez. Alors, on va rester dans la poésie de la langue avec Gwendoline. Gwendoline, vous vous êtes penchée sur les contes et les légendes ce matin. Exactement, parce que bon, c'est le printemps, même si la lune est apparemment sur le dos. Voilà. Ce qui ne nous arrange pas. Exactement, ça y est, normalement les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir sortir de chez soi et Et se la lune va aller balader. sur la corne, hein, c'est ça. Voilà, exactement, pour redécouvrir ou découvrir des jolis coins de Bretagne en faisant des balades. Mais forcément, les balades, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Quand il faut sortir toute la famille, souvent, ça finit par traîner les pieds. Et puis alors, la nature et les pierres, bah, c'est pas fun pour tout le monde. Donc du coup, il faut rendre ça beaucoup plus ludique et presque même magique grâce à cette petite collection de livres. Vraiment C'est très, comme très ça que chouette. vous motivez vos enfants. Exactement. Tous les dimanches, on prend un bouquin et on va se promener. Ok. Alors, présentez-nous ces livres. Alors voilà, donc c'est la collection, donc c'est de Beluga, donc c'est la collection Pays de légendes. Alors, ce sont des petits livres qui chacun représente une histoire, donc une légende d'un coin de Bretagne. On va avoir Brocéliande, Saint-Malo, Rennes, enfin voilà, plein de petits endroits emblématiques comme ça de Bretagne. Et à chaque fois, ça va donc raconter une légende donc aux enfants ou aux adultes, parce que les grands apprennent aussi beaucoup de choses. Et ensuite, on va avoir comme un petit carnet de bord pour pouvoir découvrir vraiment plus... voilà, mieux la région qu'on veut visiter. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Là, on a la mère Michel. Donc la mère Michel, tout le monde connaît la chanson, mais vraiment, est-ce que vous savez d'où vient la mère Michel? Parce que même moi, j'ai appris quelque chose. Bah, Non, j'avoue ne pas Voilà. m'y être penché. Eh ben, plus la que mère ça. Michel vient de Saint-Malo, elle est de Ah oui. Saint-Malo, et donc il y a toute une histoire comme ça autour du conte de la légende de la mère Michel, d'où viendrait ensuite la chanson.
Donc si vous avez envie d'aller vous balader donc, à Saint-Malo, admettons ce week-end, parce qu'on espère que la lune sera donc sur la corde. Tout à fait. Alors ce que je vous conseille, c'est de lire au préalable l'histoire avec vos enfants. Donc voilà, vous avez la petite histoire avec des très 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 jolies illustrations. Donc avec toute cette histoire. Donc là en l'occurrence, c'est la mère Michel. Et ensuite, une fois que l'histoire est terminée, il y a tout un petit carnet de bord. Hop, trouver le carnet de bord. Où les enfants peuvent ensuite écrire tout ce qu'ils ont vu donc à Saint-Malo. Il y a plein de petites indications pour retrouver la rue de la mère Michel. Vous savez où est-ce qu'elle habitait, la mère Michel? Non. Où? Et la rue des Juifs, qui s'appelle aujourd'hui la rue Chateaubriand. Donc voilà, vous pouvez retrouver la mère Michel et le père Lustucru, qui était son voisin, qui n'était en plus pas si mauvais que ça, il faut quand même le savoir. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a tout un petit... chouette, hein. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Une belle Donc il y a idée. le tableau de bord. Et ensuite, vous avez comme ça, comme un petit guide finalement. Vous avez les bonnes adresses, les lieux à visiter. Et ça pour plusieurs régions de Bretagne. Et ce qui est vraiment très sympa, c'est que finalement, ça plaît aussi aux adultes parce qu'on apprend des choses autant que les enfants. Donc eux, ça leur permet de s'occuper pendant la balade. Un que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, c'est... Merlin l'Enchanteur. Alors là, c'est vraiment super pour aller donc, dans la forêt de Brocéliande. Il y a plein de petites astuces, plein de lieux à visiter. Par exemple, le tombeau de Merlin. Le tombeau de Merlin. Donc dans l'histoire, vous avez le petit bonhomme comme ça qui se balade donc, dans l'histoire. Et puis hop, vous avez des petites indications. Donc par exemple, ne pas louper le tombeau de Merlin, l'arbre doré, le lac de la Viviane. Enfin voilà, tout ça. Donc à voir. Et surtout pour ne pas se perdre. Dans Brocéliande. Ça peut aider. Ça peut aider. Moi, ça m'est arrivé. On peut se perdre en On Brocéliande. peut prendre des petits cailloux blancs, c'est possible aussi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Ça permet de découvrir des coins qu'on ne connaissait pas forcément. Par exemple, dans cette collection, on peut découvrir quels autres lieux? Alors, il y a Dinard. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Côte d'Émeraude? Par exemple, vous savez? Non. Pas du tout. Il faudra lire le livre. Eh bien, on va lire. Voilà, paraît-il qu'il y aurait une jolie bague en émeraude qui aurait été jetée dans la baie parce que une jeune fille faisait échouer les marins sur les côtes. Il y a Mélusine dans les pays de Fougères. Donc la tour, voilà, ça y est, j'ai un trou. Vous avez pour visiter les châteaux. Et la famille des Lusignans, voilà, c'est ça. C'est la légende de la famille des Lusignans, donc Mélusine qui aurait été enfermée dans la tour du château parce qu'elle se transforme en dragon. Donc franchement, vous racontez ça aux enfants, ils vont voir le château d'une autre façon, ils vont pas traîner des pieds en disant encore une vieille pierre, encore des châteaux, et puis c'est chiant. C'est le Game of Thrones breton. Mais voilà, exactement, c'est notre Game of Thrones breton, Mélusine et sa tour, voilà, c'est vraiment très très sympa. En plus, c'est très rigolo parce que ces enfants étaient tous déformés, alors faut faire deviner aux enfants toutes les particularités physiques qu'avaient tous les enfants lusignans. C'est très très drôle. C'est gore ou très, ça va très. Au niveau de ça vous plaît ça? Oui, moi j'aime bien. Donc voilà, moi je vous conseille cette petite collection pour sortir les enfants et les plus grands et voilà, éviter qu'ils traînent des pieds et découvrir des super coins de balade. Alors rappelez-nous le nom de la collection. Alors c'est c'est Pays de légende, donc c'est des éditions Beluga. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis je crois qu'ils étoffent la collection pour le sud de Bretagne, n'est-ce pas Laurence? Parfait, on sera ravis. Plein de légendes par là-bas. Merci beaucoup. Vous connaissiez, Maëlle, cette collection? Non, je ne connaissais pas cette collection. C'est vrai que ça a l'air super parce qu'on cherche toujours à agrémenter les balades et là, au moins, on amène de la magie. Ah ouais, c'est super. C'est bien ça. Peut-être bientôt, on précisera le signe astrologique des héros de ces contes et légendes. Peut-être c'est bien ça, finalement. Ça m'intéresse, je viens de Fougères, moi. Donc, voilà. Bon, vous repartez avec un les petit cadeau, Magali. Et leurs super beaux enfants, c'est bon. Merci beaucoup, Magali, d'avoir été à nos côtés. Merci. Gwendoline, merci Maëlle. On va tout de suite passer à un reportage avant de retrouver l'archivina sur l'habitat d'urgence en 1981. On va se pencher sur l'architecture innovante avec un concept d'avant-garde pour l'époque. On était dans les années 80. Une maison toute ronde, une maison qui tourne avec une forme de dôme. Ça bouscule un peu les schémas traditionnels. Voyez ce reportage de Nathalie Rossignol et de Catherine Basile. C'est au milieu d'un petit bois de chêne surplombant la rivière que les Legal l'ont construit il y a 15 ans, à la retraite, une drôle de maison ronde qui tourne avec le soleil. C'est cette conception singulière qui les a séduits. C'est le fait qu'elle soit totalement en bois, qu'elle soit écologique, qu'elle soit tournée vers le ciel également. Au milieu des mésanges, des citelles torche-peau, des écureuils et tout ça. C'est aussi une cabane dans les arbres. Et c'est un bonheur de vivre là-dedans. Un cocon lumineux et chaleureux qui a conquis toute la famille et même les élus locaux, ce qui était rare à l'époque.
C'était à ce moment-là difficile d'obtenir des permis de construire pour les dômes parce que les municipalités étaient très réticentes. Par contre, ici, on n'a eu aucun problème parce que personne ne voulait de ce terrain-là. Donc, mettre un dôme dessus, au contraire, ils ont trouvé, la municipalité était tout à fait d'accord. Ce dôme, c'est d'abord un rêve d'enfant pour Patrick Marcilly. À la fin des années 80, ce passionné de mathématiques sacrées conçoit avec sa femme leur maison idéale à Sker, dans le Morbihan. Puis, il la propose au public. Dôme Espace, c'est tout d'abord une ossature en lamellé collé. Tout autour de la maison, on commence par l'ossature qui est en dessous et au-dessus. Après, on installe en fait différentes pots. Et à l'intérieur de ces pots, nous avons une isolation en liège. Et par-dessus, des tuiles en bois, le tout monté sur une couronne entraînée par un moteur pour orienter la maison en fonction du soleil. Une structure originale dont on compte 250 modèles en France et dans le monde, de toute superficie. 30 ans après, l'entreprise familiale est toujours installée dans un de ces dômes à Quimper. On peut considérer que c'est dans l'innovation à la pointe d'un certain nombre de recherches. Et d'un autre côté, c'est assez ancestral par les matériaux employés, par des formes, on va dire la forme sphérique, elle est partout dans l'univers, des planètes jusqu'à l'infiniment petit, c'est des grandes constantes en fait. Une évidence qui a pourtant beaucoup déconcerté. À la fin des années 80, le terme de développement durable n'existe pas encore, donc on est vraiment très très en retrait. Et un des gros problèmes de notre civilisation, c'est que ce qui est nouveau a du mal à exister parce qu'il y a la force de l'habitude. Si on n'est pas tenace, il ne faut absolument pas se lancer dans l'innovation. À l'image de leur dôme antisismique et paracyclonique, les Marcilly ont dû faire preuve des mêmes qualités de résistance pour défendre leur concept avant-gardiste. Ouais, il y a une sous-couche, il y a un film, il y a un grillage là, de renfort. Et ensuite tu fais ton enduit de finition. Ça peut plaire aussi. Un concept qui évolue vers l'énergie passive. Un nouveau défi à relever pour les deux générations réunies. Ça demande des recherches technologiques permanentes et c'est passionnant, quoi. Moi j'ai autant de passion sur le concept qu'au moment où il a été lancé il y a 30 ans, parce que justement il y a plein de données nouvelles, plein de possibilités qu'on n'avait pas à l'époque. La nouveauté, ce sont ces caissons entièrement préfabriqués pour assurer l'étanchéité imposée par les normes passives, mais aussi pour faciliter le montage, tout en restant compétitif. Comptez 264 000 € pour un modèle fixe de 150 mètres carrés utile, clé en main, 60 000 € supplémentaires pour le modèle rotatif. Avec quelques autres, on participe, je pense, effectivement à faire bouger les lignes. Et quand on voit les matériaux qui sont disponibles aujourd'hui, c'est aussi grâce, je pense, à tous ces gens qui ont voulu aller de l'avant alors qu'il n'y avait rien pour eux. Et les Marcilly n'ont pas fini d'aller de l'avant. Ils rêvent déjà d'éco-villages, de maisons de retraite, de crèches ou de dômes producteurs d'énergie. Leur façon de participer à leur échelle aux mutations du monde. Extraordinaire reportage. Benjamin Sabatier, Sandra Collet et Sabine Marie-Murgue nous ont rejoints. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce reportage? J'achète. J'étais sûre. Non, mais pour suivre la vue, les étoiles et voilà, des gens qu'on a peut-être pris pour des hurluberlus il y a quelques années. En fait, il y a une technicité, c'est des ingénieurs, et c'est l'avenir. C'est bon, j'achète. On achète. Oui, tout de suite. Ouais. C'est vrai que c'est très intéressant de voir ça. Et de voir qu'ils s'intéressent tout de suite à l'environnement et l'importance de la lumière aussi, rechercher la lumière avec une maison qui peut tourner comme ça, c'est vraiment intéressant. Et en bois. Dans les années 80, quand ils ont démarré. Et à la même époque, Michel Baudet, un des journalistes de France Télévisions, faisait un reportage sur la cité d'urgence de Clenay. Alors là, on n'était pas du tout dans la même mouvance, on va dire. Racontez-nous un petit peu, Benjamin, pourquoi vous avez choisi cette archive? Alors c'est une archive qui est intéressante parce qu'elle montre un moment très important en fait, les premiers logements sociaux en fait, construits donc, après-guerre et de l'importance en fait, de loger des gens qui étaient dans le besoin en fait, à ce moment-là. Alors on va tout de suite la regarder puis on la commente juste après. On l'appelle Pierrot le facteur.
C'est familier, c'est bonhomme, c'est tout à fait dans l'esprit de la cité. Remarquez 16 ans de service dans le même quartier, cela tisse pas mal de liens. Donc, pour les gens d'ici, Pierrot fait partie des meubles. Monsieur le policier, ça va bien? Ça va. Petite bergère de France, on va se mettre à tricoter maintenant? Pourquoi pas? Et West France. À dire vrai, l'histoire de cette cité débute avec les hivers 1953 et 1954. Durant ces 2 saisons, le thermomètre va geler partout en France, plongeant ainsi les mal logés dans un habitat de courant d'air glacé. Les journaux de l'époque parlent de bébés mordus par les rats et de vieux qui meurent de froid. L'opinion va s'émouvoir. À Rennes, la municipalité, les commerçants et l'église, avec en tête le fameux abbé Pierre, lancent une opération de relogement en faveur des plus déshérités. La cité d'urgence est née, elle sera installée en périphérie de Rennes, dans le quartier de Clenay. Depuis, 25 années ont passé. Les 140 logements que l'on disait provisoires sont toujours debout. Les maisons n'ont pratiquement pas changé d'allure. Le confort dans l'ensemble demeure rudimentaire, spartiate. Pas d'isolation et des douches installées au-dessus des WC à la turque. La cité tout de même possède 2 atouts non négligeables, surtout à la belle saison. D'abord, un habitat de plein pied, quasiment individuel. Mais également un jardinet qui sert, selon les cas, de débarras, de potager, de basse-cour ou encore de chenil. Alors, Benjamin, quelle est l'origine de cette cité rennaise? Dites-nous. Eh bien, comme l'indique le reportage, c'est l'appel de l'abbé Pierre en 1954, durant l'hiver 54, qui a lancé comme ça un grand élan de solidarité en France et qui a permis donc, la construction donc, de cités d'urgence un peu partout en France, dont à Rennes, donc celle de Clenay. Et la municipalité donc, a trouvé donc, un terrain donc, à Clenay, qui était la périphérie de Rennes, la banlieue, en fait, et un terrain qui était marécageux, qu'il a fallu aménager, et sur lesquels donc, la cité d'urgence a été construite sur les plans de l'architecte Georges Mayol, donc, à partir donc, de mars 1954. Georges Mayol, qui a aussi été l'architecte des Tours des Horizons. Effectivement, oui. Après, sur les Tours des Horizons. C'était oui. Effectivement deux types d'architecture complètement différentes. Alors, cette cité, elle était censée être provisoire. Et puis, en fait, 81, quand Michel Baudet tourne ce reportage, elle est toujours là. Oui, donc, 30 elle est ans toujours plus là. tard. Oui, tout à fait. Elle est toujours là et elle sera encore là encore durant les années 80. Et c'est un aménagement qui va être réalisé par la suite qui va en fait, faire qu'on va enlever en fait, ces maisons et construire d'autres logements individuels et collectifs à cet endroit-là. Pourquoi il a tourné ce reportage en 1981 ? En 1980, parce qu'on est à un moment important en fait, de la première phase de ce qu'on appelle la politique de la ville, qui a été engagée à la fin des années 70. Donc là, la première opération qui a été menée s'appelle opération HVS, Habitat Vie Sociale, et qui a été lancée en 1977. Et donc, qui avait pour but de réhabiliter des logements sociaux donc, en France avec une aide financière donc, de l'État. Et donc en Bretagne, il y a eu 2 sites qui ont été sélectionnés, si vous voulez. C'était Clenay et la ZUP de Kervénanec à Lorient. Et donc celle de Clenay donc, faisait partie de cette première opération. Donc on est à la fin finalement de cette première opération HVS en 1981 et donc de voir un peu quels sont les résultats. Alors, quelle est l'implication des habitants dans ces opérations-là ? Alors, si on regarde l'ensemble en fait, de l'opération, l'implication des habitants a été assez peu effective. Mais à Rennes, on peut quand même noter la création d'un collectif d'habitants qui s'est vraiment engagé en fait, dans la réflexion en fait, sur le logement dans cet endroit, donc à Clenay, et essayer donc de repenser en fait, ce quartier pour eux. Et on voit une grande implication en fait, des habitants, une grande solidarité en fait, chez les habitants de Clenay. On a quel regard sur le logement social à cette époque ? Alors à cette époque, c'est un regard qui commence à être un peu, enfin qui était déjà négatif et qui est assez difficile parce que 1981, quelques mois auparavant, c'était les émeutes aux Minguettes à côté de Lyon, et qui a vraiment fait rejaillir en fait ce qu'on appelait après le problème des banlieues, la problématique des banlieues.
même si Clonès n'était pas un grand ensemble, c'était quand même une cité en fait, de logement social. Dans lesquels il y a eu beaucoup de problèmes en fait, d'insécurité dans les années 60, avec beaucoup, une population très jeune, ce qu'on appelait les blousons noirs à l'époque. Ça va. Et qui vraiment donc, étaient très nombreuses donc, à cette période-là, dans les années 60. Après, il y a eu... Les jeunes étaient moins jeunes et donc se sont assagis avec l'âge, et donc dans les années 80 cette problématique était moins importante, hein. Mais néanmoins le quartier a conservé en fait cette image un petit peu de difficile, de délinquance, etc. très longtemps. Alors est-ce que vous avez une actualité à nous signaler autour de ce thème, hein, justement ? Alors oui, il y a plusieurs actualités. D'abord, le reportage est visible à l'exposition donc, du musée de Bretagne, qui s'appelle Rennes, les vies d'une ville. Ouais. Donc on peut voir donc, plusieurs extraits donc, de ce reportage, où il y a par la suite des témoignages en fait, d'habitants. Et également, c'est aussi cette année les 100 ans en fait, d'Archipel Habitat, qui est donc le bailleur social en fait, de la ville de Rennes. Et je signale également l'excellente exposition qui avait été réalisée par les masters l'histoire de l'art Magémi, donc métier de l'exposition, de l'université de Rennes 2, qui ont fait une exposition en fait, itinérante dans les quartiers donc, de Rennes, où il y a du logement social, et qui s'est terminée aussi à l'Orangerie du Tabor. Voilà. Très bien, mais écoutez, on se rendra à ces expositions sur vos conseils. Merci pour l'utilisation de l'expression blouson noir, en tout cas. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde était Eddie Mitchell ou des choses comme ça à l'époque. C'est très beau. Ouais. West Side Story. Ah, c'était West Side Story, Clooney. C'est ça. Blouson noir. Hein, Laurence ? Ouais. Non, mais moi, je ne suis pas en blouson noir, là. Blouson aujourd'hui. Je s'habille en blouson vert, allez. Allez, on parlait des étudiants à l'instant avec vous, Benjamin, dans votre conclusion. Eh bien, on en reçoit une ce matin. Elle s'appelle Sandra Collet. Bonjour, Sandra. Bonjour. Vous êtes co-organisatrice de la cantine dépareillée le 11 mai à Arradon. C'est une manifestation qui va mettre en avant la diversité culinaire, hein, on va dire. C'est la semaine de l'Europe, ça tombe bien, on va parler de cette initiative. Ça se passe, c'est un projet collectif de fin d'études en fait pour vous, c'est ça ? C'est ça, en fait, on a travaillé durant toute l'année pour l'option événementielle de notre formation. Alors votre formation, c'est quoi exactement ? Licence information communication. Et du coup, pour cette année, on avait un projet de fin d'études avec cette option événementielle, et on a pendant toute l'année imaginé, créé cet événement qui aura lieu du coup samedi. Samedi, alors de 11h à 17h, qu'est-ce qui va se passer très concrètement ? Eh bien, en fait, il y a la venue de 4 food trucks qui vont présenter des nourritures différentes. Donc, il y a italien, indien, français et japonais. Et du coup, en plus de ça, il y aura certaines animations, de la musique et une initiation à la danse bretonne. Et puis, des petites animations faites par nous. Par exemple, un blind test culinaire. Waouh. Il faudra deviner des produits assez atypiques. Et puis aussi, on va organiser un petit jeu. On va faire montrer des photos de différents plats. Il faudra deviner de quel pays du monde d'où vient Ils sont originaires. Voilà, c'est ça. Il y aura également une démonstration d'une personne qui va proposer des verrines sucrées, salées, c'est ça ? C'est ça, en fait. On a une personne qui va faire des petites verrines à base de fraises et de poivrons. Alors ça, c'est une idée, fraises, poivrons, pas mal. C'est ça, et puis donc les personnes pourront goûter. Et le but, c'est de montrer qu'on peut mêler différents aliments et faire quand même des choses très bonnes et très jolies aussi. Alors, l'événement va s'appeler la cantine dépareillée. Vous avez l'intention de garder ce principe de cantine avec un petit détail incontournable, forcément, c'est... Les plateaux. Les plateaux. Alors, comment ça va se passer ? On se baladera de food truck en food truck, c'est ça ? Avec son plateau, c'est ça, en fait. Donc, ça va permettre aussi d'éviter le gaspillage, donc tout ce qui est plastique et ce genre de choses. Et puis, ça rappellera en fait les cantines de nos enfants, quand on était à l'école et qu'on se baladait pour aller chercher son plat. Ah ouais, on a tous des souvenirs de ça. Est-ce que vous avez les verdures, Alex ? Non. Le vieux souvenir. Ah, vous avez vécu ça quand même ? Oui, bien sûr. On l'a tous vu. C'est malin maintenant, Sandra. On a tous faim, je parie, devant En plus c'est l'heure. Ouais, c'est chouette. À quand le signe astrologique au fond du verre ? Oui, dis-moi quel signe tu es, je te dirai quel plat manger. Ouais, non. Lion. Alors on mange quoi quand on est lion ? Je sais pas, quelque chose d'indien, je pense. Ah ouais, plutôt. Ouais. Un truc un peu épicé qu'on voit, quoi. Ah ouais.
Ça donne envie, bravo. Bon, écoutez Sandra, on vous souhaite bonne chance pour cette initiative sympathique. La cantine dépareillée, c'est donc samedi 11 mai sur la place de l'église d'Aradon, dans le Morbihan. On espère que la lune sera sortie du dos. On espère qu'il fera beau, surtout. Et puis en tout cas, merci beaucoup d'être venue nous présenter cette initiative. Vous êtes toutes passionnées de bien manger, en fait, c'est ça, en fait. Vous avez toujours voulu faire de la cuisine, finalement. Voilà, c'est ça, en fait. On s'est dit, on va faire un événement et comme ça, on pourra manger pendant cet événement, découvrir de nouveaux plats. Sympa, en tout cas. Merci d'être venue sur ce plateau. Sabine, puisqu'on parle de ce week-end, eh bien, on va continuer justement à dérouler des belles idées de sortie. Vous allez nous présenter tout ça. Alors, direction d'abord les Côtes d'Armor. Oui, pour le festival Jazz au Château, qui fête son 5e anniversaire au château de Pomorio à Trévenec et à Saint-Quay-Portrieux. L'occasion pour l'association Quand le jazz est là de mettre les bouchées doubles. Alors au menu jusqu'au 12 mai, des concerts bien sûr, mais aussi de nombreuses animations pour découvrir le jazz sous toutes ses formes, films, expositions, masterclass, brocantes musicales. Et oui, le jazz est bien une musique vivante partagée par toutes les générations. Et ça se place dans plein d'endroits. Oui, concert gratuit donc ce soir à 18h30 au Stratus Quartet au Bistrot de la Marine à Saint-Quay-Portrieux. De la musique chaleureuse remplie de bonnes vibrations groovy. Rendez-vous demain au château de Pomorio, donc à Trévenec, pour écouter Peinard Trio. C'est un trio finistérien qui mêle swing, groove. Dans un répertoire, le jazz flirte avec la musique latine et le funk. Et à 22h30, ce vendredi, ne manquez pas le concert de la talentueuse trompettiste Rachel Terrien et son quartet. Originaire du Québec, elle a partagé la scène avec de nombreux artistes, dont Michel Legrand. Et sans oublier dimanche, un spectacle pour le jeune public avec le fameux groupe Voilà Voilà et leur spectacle Jazzons-nous dans les bois. C'est un concert gratuit. J'espère qu'il fera beau, on demandera la lune. Allez, dans le Finistère maintenant, levée de rideau sur une pièce choc. Oui, alors il s'agit de la pièce Mon cœur qui sera jouée au Théâtre de Cornouailles à Quimper mardi et mercredi prochain. L'auteur et metteur en scène Pauline Bureau aborde le scandale du Mediator révélé par la pneumologue donc bressoise Irène Frachon, ce médicament qui avait provoqué un drame sanitaire. Et Mon cœur se fait écho des témoignages de victimes de leur long combat qui se poursuit aujourd'hui contre le plus grand laboratoire français vers Servier. Et sur scène, donc théâtre, musique, vidéo tissent les fils de ce drame. Je vous propose de regarder un extrait. Bon, de toute façon, la grossesse, j'ai rien compris. C'est-à-dire ? Je savais que j'allais grossir, et puis qu'il faudrait perdre les kilos, mais je savais pas que mon ancien corps, je laissais sur la table d'accouchement. Je vous prescris du Mediator. Vous allez voir, ça marche très bien, ça permet de ne pas stocker tout ce qui est sucre. Et en plus, c'est remboursé. Elle est pas belle, la vie ? En ce moment, 300 000 personnes prennent du Mediator tous les jours. Alors pourquoi attendre ? Il y a des délais qui sont incompressibles. Claire, moi j'ai lu votre dossier et j'y crois. Hein ? On peut tout à fait attaquer le laboratoire. Attaquer ? Oui. Pardon. C'est le mot que je trouve bizarre. Je m'énerve pas souvent, alors attaquer, c'est... Je comprends, mais Claire, attaquer dans votre cas, c'est de la légitime défense. Elle est osée, faire une pièce sur cette thématique délicate. Oui, et Pauline Bureau donc, a enquêté pendant 2 ans de témoignages, recueil de témoignages pour faire cette pièce de théâtre. Alors, Irène Frachon aussi sera présente le 14 mai, donc mardi, pour une conférence gratuite en préambule du spectacle. Ouais. Écoutez, merci pour cette belle idée de sortie. On va maintenant aborder un spectacle plus léger pour tout public dans le Morbihan. Oui, au théâtre de Lorient et Hors-les-Murs. C'est l'histoire donc de 2 sirènes, Olive et Olga, qui ont la bougeotte. Elles décident alors de partir pour un voyage, mais en beaucoup mieux, une odyssée. Alors sur leur route, elles croisent une bernique, une anguille, un banc de harengs et même un chat-sirène. Elles affrontent les dangers, se disputent, chantent. C'est une belle épopée aquatique qui rappelle en fait combien grandir est une aventure. C'est une création du comédien marionnettiste Simon Delattre et de Thomas Cuyardet pour l'écriture. Et ça s'appelle La rage des petites sirènes. C'est demain et samedi au Théâtre de Lorient et Hors-les-Murs, Outrerade et sur l'île de Groix du 13 au 18 mai.
Parfait, allez, on termine avec l'Île-et-Vilaine et où on célèbre une belle aventure théâtrale et foraine. Oui, un très grand événement. Alors, c'est l'équipe du théâtre Dromesco, Igor, Lili, qui ont fondé cette fameuse troupe. Et les autres, donc, tournent aujourd'hui une page de leur théâtre forain, à nul autre pareil. C'est bien dommage. Et vous vous souvenez sûrement de la volière Dromesco dans les années 90. Magnifique. Oui, vous étiez nés déjà, vous êtes sûrs? 90. À la oui, quand ferme même. du... C'est sympa. Merci Sabine. Vous voulez quoi? Tu es augmenté. 2 minutes de plus pour votre chronique. Donc, la volière Dromesco, vous vous souvenez, ça se passait dans un chapiteau peuplé d'oiseaux, de comédiens, de chanteurs et d'acrobates. Une troupe bigarrée avec une improbable ménagerie. Et ce sera donc la première création d'une série de spectacles itinérants. Et pour célébrer ce long compagnonnage avec les Rennais, le Théâtre national de Bretagne les invite à reprendre leur dernière création, le jour du grand jour. Donc ça se passe autour d'un grand banquet où se bousculent mariage, procession de la vie, deuil. Et la suite, un autre spectacle, Le dur désir de durer. Voici un extrait. C'est... Le théâtre Dromesco, fidèle à sa poésie originelle, c'est très très joli. Et c'est à la fois plein de légèreté et de profondeur. Donc rendez-vous dès ce soir au campement Dromesco à Saint-Jacques-de-la-Lande. Vous êtes aussi invité à partager des moments festifs avec les artistes. Cantine, apéro musical, n'hésitez pas. Cantine. Oui, cantine. Alors, il y a du vin, de la musique, des animaux sur les tables. Enfin, vous allez être servis. Alors, n'hésitez pas à consulter le site tnb.fr pour ne rien manquer de cette édition spéciale qui se déroule jusqu'au 25 mai. Merci beaucoup Sabine, merci infiniment. Vous avez choisi les uns les autres, vous irez où finalement? Ce sera quoi? Je ne sais pas. C'est toujours difficile de choisir. C'est difficile. Alors, moi, j'ai vu la pièce, en fait, sur le Mediator. Je l'ai déjà vue. Et c'est une pièce qui est très, très belle. Les acteurs sont vraiment formidables. Ouais. Ils jouent vraiment, c'est une très, très belle pièce et c'est très poignant, quoi, comme sujet. Et c'est très bien expliqué, en fait, dans la manière. Donc, c'est le côté très humain, en fait, des choses. Et c'est... Très, oui, sacré engagement de la part des comédiens aussi. C'était pas évident d'interpréter. On sent qu'ils sont vraiment engagés, oui. Et puis Irène Frachon qui viendra faire une conférence, d'autant plus. Qui a été très très émue d'ailleurs par cette démarche de Pauline Brune, de Bureau. Donc, ce sera la pièce. Bah non, du coup, vous l'avez déjà vue, mais ça sera autre chose. Alors, Sandra, vous avez choisi quoi pour ce week-end? Vous, on sait que vous êtes déjà bien occupée pour le 11 mai, donc voilà. Catherine? Dromesco, ça paraît. Ouais, toujours ces petits moments d'enchantement, etc. Donc, je pense que ça va être ça. Nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, cette émission sur l'astrologie. Je suis intéressée de savoir, on a appris les signes astrologiques de nos précédents chroniqueurs et intervenants. Quels sont les vôtres? Je suis Lion. Ah, excellent, bravo, félicitations. Merci. J'ai envie de dire, voilà. Il y a des signes comme ça où on a envie de féliciter les gens. Bravo, bon boulot. Et toi, Sabine, vous? Girafe. Girafe. Oui, ce sont les nouveaux signes d'astrologie, on n'a pas abordé ça. Mais... Oui. Et ascendant Fayot, par rapport à de tout à l'heure, non? C'est vrai, ça existe. Sandra? Capricorne. Capricorne. Tu aurais quelque chose à dire là? Non, mais je sais pas. C'est bien comme signe? Ouais, moi j'aime bien. Ok. C'est pas mal. Ah ouais, donc c'est bien. Et on organise des choses, donc a priori c'est un signe qui va de l'avant aussi. Vous êtes bien entendu en équipe? Oui. Vous avez fait des signes astro avant? Non, des plans. Comment on dit? Des thèmes astro. Merci. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de voir
tous ces mélanges et tout. Et puis surtout sur l'histoire du quartier de Clenay, et se dire c'était il y a 65 ans. Et déjà, il y avait un grand mouvement et on titrait « Qui voudrait rester indifférent devant tant de malheurs ?» Et ça résonne bien sûr encore toujours malheureusement dans l'actualité. Et il y a eu un grand mouvement, puis de l'action aussi médiatique, institutionnelle et politique. Et puis voilà, il y a sûrement des choses qui sont faites aussi maintenant, mais c'est toujours d'actualité malheureusement. Oui, tout à fait. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous. En vue d'une prochaine émission, si vous avez trouvé une solution pour venir à bout de votre allergie au pollen, eh bien venez nous en parler. On sait que ça concerne beaucoup de gens, les allergies au pollen, et là c'est la saison, malgré le temps pourri. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne, ou bien vous nous écrivez un petit mail à ecm.bretagne@francetv.fr, ou bien sinon vous osez, vous nous passez un petit coup de fil, on vous répondra toujours. 02 99 01 74 13. Eh bien écoutez, on va se quitter. On se retrouve demain vendredi à 10h50. Nous nous intéresserons aux pompiers. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Merci Kenavo.